Nous sommes en 1997, dans ce petit village de Bretagne. Tous les hommes qui ont entre 15 et 60 ans sont invités à réaliser un test ADN dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Pour trouver qui a violé puis tué la petite Caroline Dickinson, 13 ans, les enquêteurs sont prêts à tout. Cela fait déjà plus d'1 an que l'enquête a commencé et il n'y a toujours aucune avancée majeure dans le dossier. Qui avait pu tuer une adolescente comme ça? Le soupçon pesait, mais vraiment les enquêteurs français ont mis le paquet. Malgré tout, voilà, ils n'ont pas réussi à identifier qui était le véritable coupable. C'est au total près de 3700 tests ADN qui seront effectués au fil des mois, ce qui en fait une des plus vastes enquêtes criminelles du XXIe siècle. C'est une première en France et c'est une des affaires qui va démocratiser l'utilisation de la preuve ADN lors des enquêtes pour meurtre. Pendant près de 5 ans, la justice va chercher qui a tué la jeune Caroline. Des arrestations, des interrogatoires, un père qui se bat pour la vérité, une liste de suspects mais pas de meurtrier. Et au final, c'est un détail minuscule qui va tout changer. Un vulgaire objet laissé sur un comptoir qui va aider à résoudre ce mystère. Revenons en juillet 1996. Plaine Fougère, c'est un village de 1740 habitants, posé entre champs et forêts, à seulement quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel. C'est une de ces petites communes bretonnes où tout le monde se connaît, où les commerces se comptent sur les doigts d'une main, une boulangerie, une boucherie, un salon de coiffure, un café-tabac. L'été, les rues s'animent légèrement, quelques touristes, des groupes scolaires venus de l'étranger, des familles en route vers la côte, mais rien qui ne trouble vraiment le calme des lieux. Ce 18 juillet au matin, l'insouciance du village va sombrer dans l'horreur. Dans le dortoir numéro 4 de l'auberge de jeunesse, le corps sans vie d'une jeune fille de 13 ans est découvert. C'est celui de Caroline Dickinson. Cette nuit-là, dans l'auberge de Plaine Fougère, personne n'a rien entendu d'anormal. Seuls quelques camarades, dans un demi-sommeil, ont perçu de vagues bruits, un grognement étouffé, un pleur étouffé qu'elles n'ont pas su interpréter. Ce qui est encore plus troublant, c'est que la petite Caroline ne dormait pas seule dans cette chambre numéro 4. Elle avait demandé à y être installée avec quelques amis. Au matin, la scène qui s'offre au premier témoin est tragique. Caroline gît sur son matelas au centre de la pièce, inerte, les lèvres bleutées. Ses camarades tentent en vain de la réanimer, tandis qu'on alerte les enseignants. Une professeure accourt essaye d'aider la jeune fille, mais il est déjà trop tard. Les secours ne peuvent que constater la mort de Caroline. Très vite, les gendarmes bouclent le périmètre et commencent leur constatation. Le corps est autopsié à Rennes, les causes du décès sont rapidement trouvées et elles sont terribles. Un inconnu s'est introduit discrètement dans le dortoir vers 4h30 du matin et s'est penché sur la jeune Caroline endormie. L'homme l'a violée, puis l'a fait taire en plaquant sur son visage un morceau de coton, la faisant suffoquer. Caroline meurt asphyxiée en quelques instants, sans que ses 4 amis ne se réveillent. Les indices matériels sont minces, mais cruciaux. On retrouve au sol le morceau de coton ayant servi à l'étouffer, et sur les vêtements de la victime, une infime trace de sperme appartenant à l'agresseur. Cet ADN inconnu va devenir l'élément central de l'enquête, l'unique signature du tueur imprudemment laissée sur les lieux du crime. Le meurtre d'une jeune Britannique en vacances scolaires provoque un choc immense des deux côtés de la Manche. Sous pression pour élucider rapidement le crime, les enquêteurs français explorent chaque piste possible. Les grands moyens sont donc employés. Une cellule Caroline est créée, dédiée exclusivement à l'affaire. Elle mobilise en permanence 25 gendarmes. Très tôt, l'attention se porte sur un suspect local. Un routard sans domicile fixe nommé Patrice Padet. Des témoins auraient aperçu un vagabond rôdant aux abords de l'auberge la veille du drame. Interpellé, Padet, 39 ans, au casier déjà marqué par des affaires de mœurs, devient le coupable idéal. Après une garde à vue musclée, l'homme finit même par avouer le viol et le meurtre de Caroline, accablé par des heures d'interrogatoire. Les gendarmes pensent tenir le dénouement et convoquent la presse pour annoncer l'arrestation. Mais les analyses ADN tombent comme une douche froide. Le profil génétique de Padet ne correspond pas à celui trouvé sur la victime. L'aveu s'effondre, l'homme a menti ou a été manipulé, il est innocenté, puis relâché le mois suivant. Cette révélation d'innocence fait repartir l'enquête à zéro. Le véritable agresseur, lui, court toujours. L'instruction, désormais confiée au juge Renaud van Ruymbeck, se transforme en l'une des plus vastes enquêtes criminelles de la fin du XXe siècle. Sans visage sur lequel mettre un nom, le juge mise tout sur l'empreinte génétique laissée par le tueur. Il ordonne des prélèvements ADN. D'abord en 1997, plus de 450 hommes de Plaine Fougère et environ se soumettent volontairement à des tests ADN. Un aussi grand nombre de tests à cette échelle, c'est une première en France. L'affaire de Caroline Dickinson est une affaire hors norme. Les enquêteurs ont entendu des centaines, voire des milliers de personnes durant des années, plus de 7500 interrogatoires, ont dressé un portrait robot, ont reçu des quantités d'appels à la suite de portraits robots et voilà, ils avaient
une empreinte, quelque chose, mais qui ne correspondait à personne. Donc le juge Renaud Van Ruymbeck avait décidé de faire passer un test génétique à tous les hommes de la commune âgés entre 15 et 60 ans. C'était la première fois que ça se faisait comme ça à grande échelle, et puis les autorités françaises avaient à cœur de trouver qui avait tué cette jeune fille anglaise. Puis devant l'absence de résultats, l'enquête élargit son spectre, on teste systématiquement les délinquants sexuels de la région, mais aussi tous les hommes ayant eu de près ou de loin un lien avec l'auberge. Au total, près de 3700 prélèvements ADN seront réalisés au cours de ces 5 années d'enquête. Un dépistage de masse inédit à l'époque. Malgré ces efforts titanesques, aucun profil ne matche avec l'ADN recueilli sur Caroline. L'affaire s'enlise dangereusement, réduite à un jeu de pistes sans issue. Le juge Van Ruymbeck, animé par un challenge personnel, refuse cependant d'abandonner. Il épluche les témoignages à la recherche du moindre parallélisme. Son intuition le conduit vers une auberge de jeunesse à Saint-Lunaire, à seulement quelques kilomètres de Plaine Fougère. Là-bas, au cours de la même nuit que le meurtre de Caroline, une tentative d'agression sexuelle a été signalée. Un rôdeur s'est introduit dans le dortoir d'un autre groupe de jeunes britanniques, a essayé d'abuser d'une adolescente, puis a pris la fuite lorsque la victime a crié. L'analogie avec le mode opératoire du tueur de Caroline est troublante, d'autant plus qu'un élément matériel va venir confirmer le lien. Le morceau de coton qui a servi à étouffer Caroline provient en fait de l'auberge de Saint-Lunaire où l'agresseur s'était introduit quelques heures plus tôt. C'est désormais une certitude, le même homme a commis l'agression avortée de Saint-Lunaire et le meurtre de Plaine Fougère dans la nuit du 17 au 10 juillet 1996. Munis de cette quasi-signature criminelle, les enquêteurs recentrent leur traque autour des auberges de jeunesse. Un portrait robot de l'inconnu est établi à partir des descriptions recueillies et diffusé le 14 février 1998. Parallèlement, toutes les gendarmeries de France sont invitées à signaler les affaires de mœurs non élucidées commises dans des auberges sur les dernières années. Le travail est fastidieux, 4000 appels téléphoniques sont vérifiés par la cellule Caroline après la diffusion du portrait robot, mais les recherches finissent par payer. Une liste de 48 suspects potentiels émerge de ce recoupement. Pendant des mois encore, la cellule Caroline va essayer de retrouver chacun des hommes de la liste et va comparer leur ADN. À plusieurs reprises, ils croient tenir le bon, mais à chaque fois, le verdict scientifique est implacable et douche leur espoir. Aucun ne correspond. Nous allions de déception en déception. Sans l'empreinte génétique, certains de ces hommes auraient sans conteste pu être condamnés par une cour d'assises. L'ADN, s'il tarde à désigner le coupable, protège au moins d'autres innocents d'une erreur judiciaire. Après plusieurs années de recherche, 2 suspects de la liste initiale n'ont toujours pas été localisés. Parmi eux se trouve Francisco Arce Montes, un Espagnol au parcours errant qui reste introuvable. Alors qui est Francisco Arce Montes, cet homme dont le nom revient soudain au cœur de l'affaire? Loin d'être un inconnu, Arce Montes avait déjà un lourd passé de délinquance sexuelle à travers l'Europe. Né en 1950 à Riron, en Espagne, il mène d'abord une vie instable, marquée de petits boulots et de dérives. Très jeune, il est interpellé pour exhibitionnisme dans sa ville natale, puis renvoyé de l'armée pour usage de stupéfiants. Arce Montes fait des dortoirs partagés l'endroit où il va sévir. Il repère une auberge de jeunesse, s'y introduit discrètement la nuit et s'attaque à des jeunes filles endormies. Plusieurs agressions ou tentatives lui sont d'ailleurs attribuées à travers l'Europe. En 1980, en Allemagne, il est condamné à une peine de prison pour atteinte à la pudeur sur une adolescente. En 1988, toujours en Allemagne, il s'attaque à 2 autostoppeuses et est condamné pour tentative de viol, écopant d'une peine de 5 ans. Il sera libéré au bout de 2 ans et expulsé du territoire allemand. En 1997, quelques mois après le meurtre de Caroline, Arce Montes frappe à nouveau, cette fois dans son pays natal. Il viole une jeune femme dans la station balnéaire de Lianes, dans les Asturies. Arrêté et incarcéré en Espagne durant l'été 1997, il passe malheureusement sous les radars de l'enquête française. À ce moment, aucun fichier ADN international n'existe pour faire le lien. Ce n'est qu'en 1999 que les autorités françaises apprennent l'existence de cette arrestation espagnole, mais entre-temps, le suspect a été libéré et a quitté l'Europe. Il a déjà mis le cap vers un nouveau continent, l'Amérique. Dans son esprit dérangé, il se sent intouchable. À ses propres yeux, c'était un Superman insaisissable, écrira plus tard un journaliste, décrivant comment Arce Montes semblait convaincu de pouvoir perpétrer ses forfaits en toute impunité. Arce Montes utilisait les frontières comme un bouclier. Il suffisait de fuir un pays pour se soustraire aux poursuites, son nom et son ADN restant inconnus ailleurs. Oui, Arce Montes, c'est un routard du viol. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup à travers l'Europe et même au-delà, puisqu'il sera finalement arrêté à Miami, aux États-Unis. L'affaire Caroline Dickinson, elle a eu un retentissement exceptionnel dans les médias en France comme au Royaume-Uni. Une adolescente britannique assassinée en plein séjour linguistique, le drame suscite l'émoi de l'opinion publique et fait les gros titres des journaux télévisés. L'impact de l'affaire a été local parce que tant qu'on n'a pas trouvé Arce Montes
la suspicion régnait un petit peu dans le village. Qui avait pu tuer une adolescente comme ça, la violer et la tuer? Le soupçon pesait, et puis il y avait cette pression liée au fait que voilà, les médias anglais, les institutions anglaises, eux aussi, l'opinion anglaise voulait savoir qui avait tué cette jeune fille. En Grande-Bretagne, Caroline devient le visage innocent d'une tragédie incompréhensible. Son père, John Dickinson, fait régulièrement le voyage en France et apparaît dans les médias pour réclamer justice. Déterminé à ce que la mort de sa fille ne soit pas oubliée, il se démène publiquement pour maintenir la pression sur l'enquête. Ses efforts porteront leurs fruits. Cette campagne médiatique, couplée à l'engagement personnel de John Dickinson, incite les enquêteurs français à redoubler d'efforts et même à innover dans leurs méthodes. Malgré tout, à l'aube des années 2000, Francisco Arce Montes court toujours et l'affaire menace de sombrer dans l'oubli. C'est alors qu'un concours de circonstances invraisemblables, digne d'un scénario de série policière, va changer la donne et offrir aux médias la révélation qu'ils attendaient depuis si longtemps. Mars 2001, près de 5 ans ont passé depuis le meurtre de Caroline Dickinson et l'enquête est dans l'impasse. Mais à des milliers de kilomètres de la Bretagne, le destin s'apprête à jouer un tour inattendu. Dans le hall de l'aéroport de Détroit, aux États-Unis, un officier du service d'immigration américain, Tommy Yonko, s'apprête à terminer sa journée de travail. Alors qu'il patiente près d'un comptoir de compagnie aérienne, il remarque un journal abandonné, un exemplaire du Sunday Times de Londres. Il décide de commencer à le feuilleter. Au détour des pages internationales, un titre accroche son œil. On y parle d'une affaire française toujours non élucidée. L'article, une interview d'un juge français, relate les déboires de l'enquête sur le meurtre d'une adolescente britannique en 1996 et mentionne le nom d'un suspect en fuite, Francisco Arce Montes. L'agent marque un temps d'arrêt, ce nom lui dit vaguement quelque chose. J'ai vu que la police pensait que Montes était passé par le Royaume-Uni, et je me suis dit qu'il était peut-être aussi venu aux États-Unis. J'ai donc décidé de protéger le peuple américain et de vérifier son nom dans le système. L'officier Tommy Yonko agit sans tarder, il décide de vérifier les bases de données de l'immigration et de la police. Bingo! Quelques semaines plus tôt, un certain Francisco Arce Montes a bien été arrêté en Floride. Lorsqu'il est arrêté aux États-Unis, il a aussi commis une agression sexuelle dans une auberge de jeunesse. Et c'est quelqu'un de déroutant, puisqu'il commet cette agression sexuelle dans une auberge de jeunesse, et on le retrouve sur les lieux de ce crime sexuel. Il est resté tout simplement au bord de la piscine, et c'est là qu'il s'est fait arrêter. L'agent contacte immédiatement Interpol, ainsi que les autorités françaises. Il leur signale qu'un suspect potentiel de l'affaire Dickinson se trouve actuellement sous les verrous aux États-Unis. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Après des années de chasse infructueuse, le suspect numéro 1 de la liste, disparu des radars, vient d'être localisé par le plus grand des hasards. Le 13 mars 2001, Francisco Arce Montes est officiellement mis en cause et sa comparaison ADN est lancée en urgence. Quelques jours plus tard, le verdict tombe. L'ADN d'Arce Montes correspond à 99% à celui relevé sur la scène du crime de Plaine Fougère. Aucun doute possible, l'homme détenu en Floride est bien le violeur et meurtrier de Caroline Dickinson. Ce coup de théâtre extraordinaire relance instantanément l'affaire après 5 ans de mystère. Pour les enquêteurs français, c'est presque un miracle. Un journal britannique, oublié sur le comptoir d'une compagnie aérienne en Amérique, a permis, par un enchaînement totalement improbable, de retrouver le fugitif. Le Sunday Times de ce 1er avril 2001 restera comme l'objet providentiel ayant permis de boucler une des plus vastes enquêtes criminelles du XXIe siècle. 8 ans se sont écoulés depuis le crime et le visage d'Arce Montes apparaît enfin dans le box des accusés en juin 2004 à la cour d'assises de Rennes sous les yeux de la famille Dickinson venue obtenir justice. Après 6 jours de procès, le verdict tombe le 15 juin 2004. Francisco Arce Montes est reconnu coupable du viol et du meurtre de Caroline Dickinson. La cour le condamne à 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. C'est le temps pendant lequel le condamné ne peut demander aucune libération. Cette peine, la plus lourde possible, étant donné qu'en France, la perpétuité réelle n'est pas encourue dans ce cas, apporte enfin une forme de soulagement à la famille Dickinson. Alors, Arce Montes fera appel du verdict, comme le lui permet la loi française, mais en juin 2005, la cour d'appel de Saint-Brieuc confirme la culpabilité d'Arce Montes et maintient sa peine de 30 ans. Le tueur de Caroline a épuisé ses recours 9 ans après le drame. Francisco Arce Montes, 52 ans, l'homme qui se croyait intouchable, finira sa vie derrière les barreaux d'une prison française. Ainsi s'achève cette affaire hors norme. Il aura fallu la détermination acharnée des enquêteurs, la persévérance d'un père, et un concours de circonstances à peine croyable pour que l'innocence de Caroline Dickinson soit vengée. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres épisodes de la série.